Encore un hors-série que nous vous proposons dans la longue série des hors-séries des technos, avec en studio Xavier, et puis on va également retrouver Sébastien dans quelques instants à 360 degrés. Il ne s'agit pas d'une question de température, mais qu'il est drôle. 360 degrés, évidemment, on va parler de photographie avec Xavier, qui s'est un petit peu documenté sur le sujet également, mais surtout Sébastien, qui lui a testé un objet qui est un des nouveaux venus sur le marché. Il y en a eu d'autres, il y en aura certainement encore d'autres, mais il est devenu très rapidement relativement populaire, dû à son prix sans doute. C'est le Ricoh Theta S, Sébastien, que tu as là entre les mains, et qui ressemble à un appareil photo, mais qui aurait deux objectifs, un de chaque côté. Et c'est pas pour faire des selfies, quoique. Alors, honnêtement, tu dis que ça ressemble à un appareil photo. Je l'ai sorti en famille fin d'année, parce que j'ai joué avec ce truc depuis le réveillon. Et pour la plupart des gens, c'était un dictaphone. Ah, c'est pas faux. C'est vrai que ça ressemble plus à un dictaphone qu'à un appareil photo. Moi, je pensais à un appareil photo compact, un petit peu moderne. Ou une des premières vieilles webcams. Là. Oui, les vieilles webcams, dans cet esprit-là. Et tout ça pour dire qu'il y a un objectif de chaque côté de l'appareil qui ressemble un petit peu à un smartphone qui n'aurait pas d'écran. Oui, tout à fait. Ça ressemble plus effectivement à un smartphone qui n'a pas d'écran. Ouais. Ça, on est d'accord. Par contre, pour les appareils photo, j'ai du mal à en voir un qui avait ce genre, même une webcam qui avait ce genre de design. C'est vraiment, moi, c'est un dictaphone, quoi. C'est un peu Star Trek, ouais, c'est un dictaphone et il y a un objectif assez proéminent de chaque côté. Ouais. Le but de cet appareil étant de faire, si vous ne l'avez pas encore compris, une photo à 360 degrés, avec un petit son qui va bien. Ouais, mieux qu'une photo de la vidéo. Voilà. Oui, tu peux refaire le petit son parce que oui. Voilà. C'est mignon. Ça, c'est quand tu l'actives, ça, c'est ça. Tu préviens tout le monde. Et on ne sait pas l'enlever, en tout cas que je sache, j'ai pas encore trouvé, parce qu'il y a très peu de boutons. Hein. Vous sortez le truc de l'emballage, hein. Vous avez une jolie boîte d'ailleurs, Ricoh, sympathique, luxueuse, machin. Donc ils font dans les trucs sympathiques. Et d'ailleurs, on n'a plus l'habitude de les voir. Hein. Ils faisaient des appareils photo il y a très longtemps. Oui. Ça fait des années qu'ils avaient quitté le truc et ils sont revenus avec cet appareil, je trouve vraiment pas mal, parce que sur le reste du marché, c'est très difficile pour quelqu'un de revenir. Ouais. Et voilà. Et ils sont, en général, on connaît Ricoh parce qu'ils font des photocopieuses, quoi, mais ils font vraiment pas que ça, ils font énormément de choses. Très loin de là. Et donc, ce truc a extrêmement peu de boutons, hein, comme on peut le voir sur l'image. Il y a juste sur le côté de ce côté-ci une LED qui clignote horriblement. Ouais. Dire que le truc est allumé, un bouton pour activer le Wi-Fi, juste ici, et puis un troisième bouton pour passer de mode caméra à appareil photo. Donc c'est pas la discrétion qui va... À l'utilisation, tu vas pas être discret, quoi. Déjà, tu pousses sur le bouton, ça queen, et puis c'est clair comme en plein jour. Non, ça l'est pas. Et alors, vous avez des LED qui vous préviennent si vous êtes connecté, si le Wi-Fi est allumé, et si vous êtes en mode photo ou vidéo. Parce que, évidemment, comme c'est en 360, il est impossible de mettre un viseur sur l'appareil pour te dire ce que tu es en train de faire comme photo. Effectivement. Tu filmes tout ce qui est autour est filmé. En fait, le principe, ça je pense que tout le monde l'a bien compris, des deux objectifs, c'est que chaque objectif couvre 180 degrés de visée et que d'un point de vue software, c'est remonté, enfin c'est recollé, je sais pas d'autres termes, pour en faire un 360 d'une certaine forme. Mais si je me trompe pas, c'est pas seulement un 360 degrés horizontal, mais c'est aussi vertical, hein. Je veux dire, c'est un globe complet. Oui, c'est un globe, même les pieds sont pris de... C'est un 360 dans tous les sens. C'est ça. Voilà. Alors ça te fait une photo, effectivement, hein, une image fixe. L'image est pas d'une qualité exceptionnelle par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire avec un appareil classique aujourd'hui, parce que inévitablement, le problème c'est que ça fait 360. Donc si tu arrives avec la même chose que ce que tu avais fait comme qualité avec ton smartphone, avec un 16 ou 24 mégapixels ou que sais-je, tu vas avoir une photo qui va peser des dizaines de mégas. Donc ici, effectivement, tu as une photo qui fait du 5376 x 2688, etc. Ouais. 12 mégapixels.
Voilà, donc c'est une très bonne résolution. Le problème est que il est à 360 degrés, donc au niveau taille, ça commence un petit peu à augmenter. C'est pareil sur les vidéos. Les vidéos ont aussi une taille. Ici, c'est de la Full HD, donc tu es en 1920 x 1080. Mais voilà, comme tu filmes en 360 degrés, la fenêtre que tu regardes a une moins bonne qualité que ce que tu pourrais avoir si c'était sur un plan classique fixe. Normal. Pour information, YouTube qui accepte certains formats de vidéos 360 conseille une résolution 4K, quand même pas rien, dans une fenêtre effectivement qui elle sera 16/9. Donc la fenêtre dans laquelle on regarde la vidéo sera toujours au format 16/9. Par contre, l'image sera 4K, un format de 3840 par 2160 pixels. Ce qui a évidemment pour conséquence d'augmenter fortement le poids des fichiers, j'imagine. Oui, ça alourdit clairement les fichiers. Mais enfin, les serveurs de YouTube tiennent bien la route en général, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Tu dois savoir les sauver aussi. Alors aujourd'hui, celle-ci n'est pas en 4K. Celles qui le font, il y en a, on est en niveau professionnel ou à des prix qui sont d'autres gammes de prix. Celle-ci a l'avantage d'être abordable pour monsieur tout le monde, et même pour plein de professions. On est dans les 400 € à peine. 399, voilà, juste pour dire que ce qui est vraiment assez intéressant, c'est que ce téléphone, j'allais dire, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre, hein, cet appareil photo crée pour moi un nouveau mode de faire de la photo. Même si je suis pas Benoît pour aller critiquer ce que vaut cet appareil au niveau de la photo. Moi, au niveau de l'usage, je vois que quand au niveau du réveillon, t'as toute la famille autour de la table et t'as ma sœur qui essaye de faire une photo pour montrer que tout le monde est là. Elle se recule, elle sort de la table, elle a un morceau de la table, elle refait un autre morceau de la table. Et donc j'ai sorti ça, je le mets au milieu de la table et je demande à tout le monde de regarder le centre de la table et je fais Trulude. Et tout le monde est sur la photo. Oui. Et tout le monde a l'air d'être. Enfin, quand je reprends la photo après sur mon téléphone, je montre et ils ont l'impression d'être dans la science-fiction. Tu vois, c'est vraiment un usage très différent et très. Tu parles de la photo de famille, j'imagine. Est-ce qu'on sait imprimer une photo qui est prise, donc j'imagine qui serait étalée ou c'est pas faisable ça? Comme un panorama, quoi, en quelque sorte. Écoute, la photo, tu peux la récupérer sur ton PC après, donc... non, mais je veux dire, voilà, tu sais, il y a des gens qui aiment bien avoir un cadre... Non, le principe de Ricoh ici, c'est tu fais la photo, tu joues avec ton téléphone, et puis après tu vas l'uploader si tu veux sur des médias sociaux. Et pas prévu à ma connaissance. Pourtant, ça pourrait l'être, parce que Ricoh est assez bon en impression. Peut-être par le biais de sociétés tierces. Je vais repérer, moi, une société qui s'appelle Color, KOLOR, qui est une société qui existe depuis 2004, qui a été rachetée par GoPro il y a 1 an, et qui est spécialisée justement dans ces applications qui permettent comment je vais dire, qui permettent de visualiser, de recadrer des vidéos en 3D, parce qu'il y a différents types de formats. Alors c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça oralement, mais donc ça, sphérique, semi-sphérique, machin, etc. Et donc c'est une espèce de soft, enfin ce sont des softs qui permettent de faire des conversions. Et donc peut-être que là il y a moyen de dérouler cette image pour en faire quelque chose d'imprimé. Ça perd un peu de son intérêt, hein, parce que l'énorme intérêt c'est de récupérer cette photo, cette vidéo et d'ensuite après pouvoir regarder à travers un casque ou que sais-je. On a des vidéos que donc pour aller juste avant l'enregistrement d'avions, de scènes voilà, il y a des trucs des sportifs qui ont fait des trucs intéressants. Alors pour avoir fait quelques vidéos, quelques photos, ça te donne vraiment un point de vue qui est très différent de ce que tu pourrais faire avec de la photo, et c'est assez perturbant de demander aux gens de regarder un point central parce que le truc est tout mini en plein milieu de la table et ils ne savent pas trop. Tu vois que les gens sont un petit peu figés en disant mais qu'est-ce que je regarde, où est-ce que je souris, j'ai l'air d'un con ici. Donc ça c'est vraiment assez bizarre encore, mais oui, alors je vais encore revenir sur les fonctionnalités parce que c'est ce qui est pas mal avec ce truc. Je pense que tu m'as dit que ça n'existait que sur Android parce que je n'ai qu'un Android, donc je n'ai pas pu tester qu'un iPhone. Mais ça se lie avec une application ensuite. Oui. Et donc vous lancez votre truc, vous activez le Wi-Fi. Hein, je vous ai montré qu'il y avait un petit bouton pour le Wi-Fi. Et sur votre téléphone, vous connectez l'application.
en Wi-Fi donc, et vous allez récupérer toutes les photos et les vidéos du Theta. Et de ce truc, après vous avez un viewer dans l'application qui vous permet de regarder en 360 en tournant simplement avec le doigt dessus. Le mieux, oui, ça c'est la façon la plus simple, sans accessoires, on va dire, de regarder la vidéo. Mais il y a aussi la possibilité de le regarder avec le fameux cardboard ou avec tout autre accessoire de type cardboard. Voilà, et Ricoh aussi a un truc sur son site, donc il y a des trucs en flash qui vous permettent de mettre des photos comme ça sur un site pour pouvoir les regarder. Je pense à une agence immobilière, ça peut être exceptionnel. Je pense à plein de choses. Tu veux vendre ta maison, tu veux montrer quelque chose. D'un point de vue tourisme, ça peut être exceptionnel. D'un point de vue ou même ta photo de vacances, tu regardes tout, c'est génial, le paysage que tu as devant toi, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, comment t'étais habillé, et tu sais pas faire 50 photos. Tandis que là, t'en as une, t'as tout. T'as une moins bonne résolution, mais ça va peut faire qu'augmenter avec dans le futur, mais c'est déjà pas mal, quoi. Ça peut remplacer aussi le Google Street View qui était offert pour les gens qui veulent faire venir des photographes dans leur bureau pour faire visiter les bureaux. Mais là, je crois on peut suggérer des photos à Google Maps maintenant, pour pouvoir intégrer son bureau, le hall d'entrée d'accueil de sa société ou autre dans Google Maps. Et c'est génial effectivement pour faire revivre un événement où tu as vraiment tu ressens l'ambiance puisque tu es plongé dedans en fait. Tu y es à tel point qu'ils ont un mode dans lequel tu peux streamer ce truc. Donc tu peux le connecter. Via le Wi-Fi, c'est ça c'est aussi à ça que sert le Wi-Fi ou pas du tout? Non, tu as une connexion HDMI en fait en dessous, là, par contre. D'accord. Donc là tu as une connexion HDMI et mini USB et tu peux streamer le truc. Donc tu le mets sur un pied et tu vas streamer un événement en 360 degrés. Voilà, c'est des usages qui sont à définir, parce que pour moi c'est un nouveau mode de faire de la photo et je pense que ce qui fait avancer le truc aussi, c'est que maintenant on a le moyen de diffuser ces images. Avant, parce que Sony avait fait un modèle avec un miroir, une demi-sphère avec une caméra qui filmait par le bas, vers le haut, mais il y avait rien pour le diffuser. On ne pouvait le visionner que sur une application propriétaire de Sony sur son ordinateur. On savait pas la partager ou quoi que ce soit. Ici, YouTube permet de mettre en ligne des vidéos qui sont faites avec spécifiquement cette caméra-là, mais également avec un modèle de chez Kodak qui existe également et qui est aussi une boîte avec juste là un objectif. Donc on a des endroits qui ne sont pas couverts, comme le dessus par exemple. On le voit sur la vidéo si vous avez la vidéo avec nous. On ne voit qu'une partie de l'image, mais ça fonctionne très très bien aussi, et c'est disponible sur Google. Donc il y a ce modèle-là. Il y a encore un autre modèle un petit peu plus pointu encore, et beaucoup plus coûteux, parce que là il y a évidemment, j'en parlais là tout de suite là de Color, qui propose également d'utiliser les images qui sont filmées par des GoPro, qui sont intégrées dans des sphères avec WeGoPro, et donc ils ont des applications qui permettent de recoller cette image et d'en faire une image qui est au format utilisé par les différents diffuseurs. Je tiens juste à signaler un truc, c'est qu'il existe une page de support chez Google pour ce qui s'agit de YouTube, où ils expliquent tout ça. Ils ont une petite application qui permet de rajouter des métadonnées qui sont nécessaires au bon fonctionnement de leur player avec des images en 360 degrés. Tout ça est relativement bien expliqué. Je dis relativement bien expliqué parce que ils rentrent pas dans les détails non plus. Ça reste un petit peu obscur. Je pense qu'il faut procéder plus par essai-erreur dans ces cas-là, parce que ça reste encore un petit peu expérimental, il faut bien le reconnaître. Et puis il y a une chaîne, YouTube a mis en place une chaîne qui regroupe un petit peu toutes les vidéos 360 de qualité qui leur sont proposées, et les mettre un petit peu en avant dans cette chaîne-là. Et c'est là qu'on a effectivement des vues aériennes incroyables, des trucs en plongée, enfin des visites de bâtiments. Mais il y a une vidéo qui a fait le buzz avec des avions de chasse qui sont vraiment très près l'un de l'autre, qui est fabuleuse, qui font très peur aussi, effectivement. Bon, ici, l'usage que Seb en fait, j'imagine, c'est beaucoup plus familial, on va dire, hein, mais oui, parce que tu es sur une autre gamme de prix, sur un autre truc d'appareil. Je vais pas sortir dans un dîner familial 6 ou 7 GoPro pour pouvoir faire un truc d'une qualité exceptionnelle. Ici, tu vas enregistrer des moments familiaux qui sont que tu ne saurais pas revivre autrement qu'en faisant un truc en 360. Donc et puis t'as un encombrement qui est vraiment ridicule. Tu le mets dans la poche, c'est à peine plus épais que ton téléphone.
Alors il y a juste pour un point de vue pratique, il y a un petit pas de vis en dessous de l'appareil, si je ne m'abuse, qui permet de le mettre sur un pied. Et alors il existe maintenant des pieds tout à fait, pas avec des grandes pattes qui sont super larges parce qu'on les verrait évidemment dans l'objectif. J'ai vu ça. Il y a des pieds avec juste 3 petites pattes en bas qui sont suffisamment lourds que pour tenir. Il faut pas qu'il y ait grand vent non plus, mais ça permet de faire une photo ou de la vidéo sans qu'on voit le pied du tout. On est en suspension et on voit le 360 dans tous les sens et c'est vraiment bluffant quoi. J'en ai un justement sur mon bureau qui soutient ma webcam. Voilà. Vous montrerez donc pas. On peut pas tout montrer effectivement. Mais moi le prix est, je trouve, vraiment accessible pour des gens, des architectes, je pense, ou des agences immobilières. Je trouve ça vraiment génial. J'ai juste un regret, c'est que je vois qu'il n'y a pas de port pour mettre une carte SD. En tout cas, je ne le vois pas dans les spécifications. Et on a 5 minutes de film en 1080p à 30 images secondes. Voilà, ça aurait pu être sympa d'avoir la possibilité de mettre une carte SD en plus dans l'appareil. Non, ça c'était sur le premier. Ici tu peux faire. C'est le S, le modèle S. Ouais, c'était le premier. Ici tu peux faire 25 minutes. Donc voilà, tu peux y aller. Mais tu vas pas enregistrer un concert complet à 360 degrés quoi. À la rigueur une chanson peut-être. Éventuellement. Ouais, c'est ça. Tu vas le streamer. Ouais. Mais c'est vrai que c'est limité à 8 Go comparé au précédent qui était à 4 Go. Bon là c'est un peu le jeu commercial parce que honnêtement vu le prix de la mémoire aujourd'hui, ils auraient pu taper à 64 ou 128 Go que ça les aura pas fondamentalement troué le fion quoi. Hein. Ça c'est clair, c'est juste du jeu commercial. À titre de comparaison, parce que justement en surfant sur le site de Google où ils expliquent aussi comment proposer les photos pour le Street View. Ils ont un modèle homologué, on va dire Google, en plus évidemment du Ricoh qui est admis également, le Photosphere HDR 32 mégapixels NC-Tech Iris 360 à un petit $2000 quoi. Voilà. Ouais, c'est une autre qualité, hein, voilà. C'est un autre besoin. Et alors, pour répondre complètement à ta question, c'est 25 minutes par vidéo, hein, donc c'est 4 Go max le truc, et tu peux faire 65 minutes au total. Donc il y a moyen de toute façon de t'en sortir largement. Tu dois pas tu dois pas le décharger quand t'es parti pour une soirée de famille, quoi, une soirée familiale, un anniversaire. Mais c'est clair que 8 Go c'est pas énorme, un petit port SD n'aurait pas été de mal non plus. Mais c'est le prix d'un appareil photo un peu correct en fait, hein, donc je trouve ça reste abordable pour c'est un autre type de photo, on l'a dit. C'est un autre usage également. On est encore encore un peu expérimental, on va dire. Mais il y a quand même, enfin, je vais dire, pour épater la galerie, c'est quand même assez bluffant. Hein. Il y a des exemples hein, sur le site. Si vous avez la vidéo, vous le voyez en ce moment, des visites et on peut zoomer dans l'image, etc. Enfin, c'est vraiment bien foutu et c'est pas cher, quoi. Et alors, t'imagines, parce que je trouve ça génial. Parce que tu montres une photo, tu dois pas faire de mise au point, tu dois pas cadrer. Exactement. Tu dois plus rien faire, quoi. Oui, c'est toujours net, c'est toujours. C'est toujours net, et puis de toute façon, s'il était visible, il est sur la photo, quoi. Voilà. Il va falloir faire gaffe aux reflets dans les objets, hein. Aussi. faut toujours faire attention aux reflets dans les objets. On l'a déjà mentionné ici. On peut être trahi par une photo quelque part. J'essaye de charger volontairement une vidéo que je pourrais vous montrer d'un concert, par exemple. Et à propos pendant qu'elle charge, tu sais que YouTube n'est pas le seul à permettre de publier des photos en 360. Facebook, il y a moyen aussi également. Il y a un certain un blogueur belge assez connu, Damien Tout Bazar, qui publie assez régulièrement sur son profil et qui s'amuse avec ça. Il l'avait attaché à un drone pour filmer des vidéos en 360 en plein air. Donc il y a moyen de s'amuser avec ce genre d'objet, quoi. Parce que imagine ça, tu mets ça sur un drone, c'est assez drôle aussi, quoi. C'est drôle aussi. J'ai vu le test, mais il faut encore stabiliser l'objet, hein, parce que là c'est vraiment.
rentre dans des... Ça donne le mal de mer, quoi. Bon, écoutez, je pense qu'on ne fera de toute façon pas le tour, parce qu'on pourrait en parler des heures, parce que c'est effectivement assez passionnant, mais c'est le genre de truc qui a besoin, une fois de plus, d'être testé. Toi, tu as déjà fait quelques tests de ton côté, Sébastien, on voulait en parler ici, parce que voilà, c'est un objet hautement technologique, hein, donc, mais on aura certainement l'occasion d'en reparler, de ce type d'objet, peut-être d'en tester de manière plus profonde ou d'en tester d'autres, de voir plutôt également avec notre camarade Benoît qui vient régulièrement parler photo dans ce podcast. Il parle pas que de ça, mais c'est sa marotte, donc c'est le genre de choses, lui, dès le moment où on parle photo et innovation, et là c'en est une, il faut le reconnaître, c'est le genre de choses qui l'intéresse aussi, qui vous intéresse aussi, vous, chez vous, on l'imagine. Donc si vous avez un avis à partager, des questions à poser, n'hésitez pas, c'est en commentaire de cette vidéo, ou sur notre site, ou sur informaticien.be, ou sur informaticien.fr, il faut tous les citer maintenant, c'est parti. J'avais pointé à l'époque, mais je pense que je l'ai plus. Donc, vous nous retrouverez sans aucune difficulté, vous trouverez le moyen de nous communiquer ces informations également, et on en parlera dans un prochain hors-série ou dans un épisode traditionnel. En tout cas, merci Sébastien d'avoir partagé ça, merci également à Xavier d'avoir donné sa petite opinion sur l'objet. On se retrouve très bientôt. À bientôt, au revoir.